Salut et bienvenue sur Petite Pousse, le podcast qui allie marketing et développement personnel. Je m'appelle Éléonore et j'ai créé ce podcast pour t'aider à développer ton business grâce à un marketing humain et sincère. Avec ce podcast, j'ai envie de te montrer que le marketing, c'est loin d'être des techniques intrusives pour forcer la vente. Je t'y partage ma vision du marketing et te donne les clés pour que tu puisses te créer une communication puissante et alignée avec toi et ton business. Et comme je suis passionnée de développement personnel, je te partagerai également les réflexions, clés et astuces que j'apprends chaque jour pour t'aider à évoluer et vivre ta meilleure vie. Hello, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Safia Ayad pour parler de bien-être, d'entrepreneuriat et surtout d'alignement. Safia, elle est entrepreneuse, coach, mentor et elle nous partage son parcours inspirant et sa quête constante de cohérence entre sa vie professionnelle et personnelle. Dans cet épisode, on plonge dans le parcours riche de Safia. Elle nous raconte ses débuts en tant que youtubeuse, ses expériences de burn-out et comment devenir maman a été un véritable déclic pour se réaligner avec ses valeurs profondes. Safia nous explique comment elle a navigué entre ses différentes casquettes de créatrice de contenu à professeure de yoga en passant par le coaching pour finalement se concentrer sur l'accompagnement des femmes dans leur chemin entrepreneurial. Au fil de notre discussion, elle nous livre des conseils précieux sur l'importance de l'introspection et de l'intuition et comment s'accorder du temps pour respirer et se recentrer peut transformer notre quotidien. Safia insiste aussi sur la notion de sororité et comment l'entraide et l'amour entre femmes peuvent propulser chacune d'entre nous à réaliser tout notre potentiel. Elle partage également ses objectifs ambitieux pour l'année à venir, notamment son souhait de non-dépendance aux réseaux sociaux malgré une carrière construite en grande partie en ligne. Un épisode rempli de sagesse et d'énergie positive à écouter absolument si tu souhaites trouver ton alignement et t'inspirer de l'expérience de Safia. Bonne écoute! Hello Safia! Bonjour, hello. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Je suis contente d'être là. Je suis contente de pouvoir échanger avec toi et découvrir encore un peu plus qui tu es finalement, parce que je crois que c'est aussi une histoire d'échange, non? Complètement. Écoute, déjà un grand merci d'avoir accepté mon invitation sur Petite Pousse, le podcast qui t'aide à grandir et à développer autant ton mindset que ton business. Du coup, je suis vraiment ravie de pouvoir échanger avec toi autour de la thématique du bien-être en général, de l'entrepreneuriat, mais aussi particulièrement de l'alignement, parce que c'est vraiment quelque chose qui, je trouve, transparaît dans ton énergie, c'est cet alignement. Oui, je pense qu'en tout cas, c'est un truc que je cherche constamment, une espèce de cohérence. Et forcément, dans mon entrepreneuriat depuis toutes ces années, c'est obligé d'être partagé et de se ressentir, ouais. Trop bien. Donc toi, Safia, t'es entrepreneuse, mentor, coach, thérapeute, influenceuse, créatrice de contenu. T'accompagnes les femmes à vivre mieux, à vivre plus simple, à vivre plus grand. Avec toutes ces casquettes, est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous parler un petit peu de ton parcours? Comment est-ce que t'en es arrivée là où tu es aujourd'hui? En fait, j'ai la sensation que dans tout ce que tu viens de dire, t'as décrit tout ce que j'ai fait. Et donc, il y a vraiment parce que quand on parle d'influenceuse, je pense que je le suis plus du tout, mais c'est comme ça que j'ai commencé, effectivement. En tout cas, j'ai commencé même en étant youtubeuse, donc on ne parlait pas du tout d'influence. Donc, je suis Safia Ayad, j'ai 34 ans, bientôt. Et à l'âge de 22 ans, j'ai posté ma première vidéo sur YouTube. C'était des vidéos pour parler de ce que j'aimais faire, comment j'aimais maquiller, alors qu'en vrai, j'en avais rien à faire de maquiller. C'était juste que j'aimais cet esprit communautaire de YouTube beauté que j'avais découvert quelques mois auparavant. Et donc voilà, j'avais commencé à faire des vidéos sur comment se coiffer. Et en fait, j'apprenais autant que j'enseignais. C'était un peu... j'étais l'élève enseignant, quoi. Et ça a bien marché. Ça a très bien marché. Ensuite, on a appelé ça l'influence parce que Instagram est venu, parce qu'il y a d'autres médias qui se sont mis au milieu, donc c'était plus juste YouTube. Et en même temps, ça marchait bien, mais en même temps, j'étais pas vraiment bien dans mes baskets. C'était pas très cohérent, ça allait parce que j'étais jeune, j'avais 22, 23, 24, mais à partir de 25, ça commençait à être vraiment conflictuel à l'intérieur de moi, où je sentais que réellement, il y avait
pas beaucoup de sens à ce que je faisais, que c'était pas cohérent avec ce que je désirais faire au plus profond de moi. Et donc, il a fallu commencer à opérer un changement. Mais ça a mis du temps. Enfin, j'imagine que tous ceux qui ont un métier qui fonctionne bien, mais qui ne sont pas complètement heureux, mettent du temps à changer. Et en fait, c'est en devenant maman, à l'âge de 28 ans, que là, je me suis dit, je ne peux plus me mentir à moi-même. Il y a vraiment ce truc il y a une grosse rupture qui a eu lieu à ce moment-là. Et quand mon fils est arrivé, je me suis dit, bon, voilà, qu'est-ce que je veux que mon fils dise de sa maman? J'ai pas envie qu'il dise quelque chose qui n'est pas complètement aligné. J'ai pas envie qu'il dise quelque chose qui me paraît pas être moi. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à me former pour être coach, pour être professeur de yoga. Je me suis aussi formée à la méditation. Et j'ai fait ça ensuite pendant plusieurs années. Et là, récemment, j'ai arrêté le coaching. J'ai arrêté le yoga depuis un peu plus longtemps parce que pareil, transformation, mutation, j'ai eu besoin aussi de faire suivre mes activités professionnelles en même temps que ma vie personnelle évoluait et surtout ma compréhension intérieure. Je pense que dans tout ce que je fais professionnellement, la source est à l'intérieur et dans ce que je suis, dans ce que je comprends de moi. Et comme mon plus gros travail, c'est pas mon travail concret, mais c'est bien le travail que je fais à l'intérieur de moi, ça évolue. Et donc, depuis 1 an, je travaille davantage à accompagner des femmes qui créent leur entrepreneuriat avec moi. Donc, on a un réseau d'entrepreneuses autour d'un projet commun et on le rend disponible tout en étant toujours présente sur les réseaux sociaux et en partageant toujours un peu mon chemin parce que je me dis, bon, pourquoi pas? Enfin, c'est-à-dire que moi, il y a des choses qui m'inspirent. Je me dis, je peux peut-être partager ça. Mais les réseaux sociaux sont plus réellement ma priorité aujourd'hui. Et j'ai hâte de voir où ça sera dans 1 an parce que je pense qu'il y a encore plein de choses qui peuvent changer. Ouais, c'est clair. Et alors, tu nous as dit le déclic quand t'es passée de la partie plus créatrice de contenu sur YouTube à la partie plutôt coach, professeur de yoga. Ça a été le fait de devenir maman. Mais là, dernièrement, donc tu nous as dit que tu avais arrêté la partie coaching et yoga depuis 1 an. Ça a été quoi le déclic pour toi intérieur pour changer de casquette encore une fois? Alors, c'est vrai qu'il y a eu une rupture très marquée avec l'arrivée de mon fils et j'ai la sensation qu'il s'est moins marqué aujourd'hui. C'est pas un fait concret qui... Alors, c'est énorme hein, de devenir parent, attention. Mais c'est pas... Ouais, c'est pas une chose qui a fait que. C'est pas un événement qui a fait que. Je pense que c'est plus, au fur et à mesure des années, j'ai la sensation de faire plus avec moi-même et de comprendre plus ce pourquoi je suis là et comment je veux le faire et comment ce que j'ai fait avant vient nourrir ce que je suis aujourd'hui, mais en même temps, pas tout ce que j'ai fait avant. Il y a des parts de la Safia d'avant qui ont plus de raison d'être là. Et donc, en fait, c'est une espèce de quête d'équilibre et de cohérence. Et aujourd'hui, j'ai senti que c'était plus cohérent pour moi de faire du coaching parce que je reste persuadée que les gens doivent trouver les réponses par eux-mêmes. Voilà, j'ai plus envie d'être celle qui pose les questions. J'ai juste envie de leur donner l'envie de creuser par eux-mêmes, de se mettre en silence, d'écrire, de faire tout ce qui est juste pour eux pour qu'ils trouvent les réponses. Mais j'ai aussi eu la sensation de faire partie d'un mouvement qui était trop. Un mouvement avec les réseaux sociaux, post-Covid, etc., où on a tous envie de se comprendre, on a tous envie de donner du sens à nos vies. Et en fait, on a tous la sensation aussi qu'il faut un nouveau coach, un nouveau thérapeute, un nouveau je sais pas quoi, un nouveau truc, un nouveau bidule. Et on oublie en fait que si on était tout seul et qu'on arrivait à s'écouter, on trouverait davantage les réponses que si on était en lien constamment avec une aide extérieure. Et donc, faire partie de cette aide extérieure, il y a un moment où c'était incohérent pour moi et j'avais plus envie de jouer ce rôle-là. Ouais, je vois, c'est hyper intéressant ce que tu nous dis là, d'aller chercher les réponses en soi. Et pour quelqu'un qui nous écouterait, qui se dirait, bah oui, mais comment on fait en fait concrètement pour trouver les réponses en soi? Comment on fait pour s'écouter, pour écouter nos besoins, nos besoins profonds, tu vois, pour justement trouver cet alignement, cet équilibre? Qu'est-ce que toi, tu as pu mettre en place concrètement? Ou qu'est-ce que toi, tu as fait? Ou qu'est-ce que tu pourrais donner comme piste à nos auditeurs pour s'écouter eux-mêmes et trouver les réponses en eux? En fait, je pense qu'on sait tous le faire, mais qu'on ne prend pas le temps de se rendre compte qu'on sait le faire parce qu'on est tout le temps en train de combler le vide.
Dès qu'on a 3 secondes, on est ou sur notre téléphone ou en train d'envoyer un message à quelqu'un, enfin pas forcément sur les réseaux, je veux dire, mais ou envoyer un message à quelqu'un. On est toujours en train d'être dispersé, on n'est jamais juste dans l'écoute. Ok, à quoi je suis en train de penser? Est-ce que ce à quoi je suis en train de penser, ça me plaît? Est-ce que c'est comme ça que j'ai envie de penser? Qu'est-ce que je suis en train de traverser émotionnellement? Et juste être dans cette quête-là, plutôt aller être dans la quête du qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur Instagram? Qu'est-ce que ma pote m'a envoyé comme audio? Qu'est-ce que je pourrais publier sur Instagram, que ce soit notre métier ou pas d'ailleurs? Et tout ça, en fait, on est toujours dans la quête du remplissage. À défaut, du coup, on n'a plus le temps d'être juste sur son canapé à écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et ça paraît fou, mais on ne le fait plus. Ou en tout cas, de nombreuses personnes ne le font plus. Et ensuite, on se pose la question de comment je fais pour savoir qui je suis, ce que je veux vraiment, quelle est ma vérité, quelle est ma source, etc. Mais juste, autorise-toi 5 minutes à être dans ce vide-là, dans ce vide de l'instant, mais qui en fait est extrêmement plein et extrêmement riche parce qu'à l'intérieur de toi, il y a plein d'informations auxquelles tu ne t'autorises pas l'accès sous prétexte que tu as mieux à faire en ouvrant ton téléphone, en allumant ta télé, en ouvrant un livre aussi, parce que c'est aussi une distraction, même si c'est une très belle distraction, la lecture, c'est quand même une distraction. Et je crois que c'est cette recherche de vide. Je pense que c'est important qu'on arrive à faire le vide pour... Mais ça fait peur. Je pense on est beaucoup aussi à freiner des cas de fer parce que ça fait peur. On se dit, oh, qu'est-ce que je vais faire si je fais rien? Clairement, t'as raison, c'est exactement ce que j'allais te dire, c'est que je pense que le vide fait peur et aujourd'hui on a tellement de distractions qu'en fait on n'est plus habitué à ne rien faire. Et je pense qu'il y a aussi ce truc de, comme tu dis, qu'on a pris tellement l'habitude de combler ce vide à chaque fois, de pas s'écouter, qu'en fait, au moment où on a ces moments un peu de vide, justement, où on va peut-être prendre 5 minutes pour s'écouter, etc., les émotions et toutes les pensées qu'on a enfermées en nous depuis des mois, des années, etc., elles vont ressurgir. Et en fait, on va se dire « Oh là là !» comme si la casserole, elle était trop pleine. Vite, je referme tout ça à l'intérieur parce qu'en fait, ça me fait peur, il y a trop de choses. Et du coup, je vais revenir, être dans l'action, à faire... à combler ce vide pour ne pas avoir à écouter, en fait, ce qu'il y a à l'intérieur, quoi. Exactement, c'est comme une forme de fuite. C'est-à-dire que la problématique de l'être humain aujourd'hui, c'est qu'il fuit dans plein de directions différentes. On peut fuir dans le fait de faire, construire, etc. Ou on peut fuir aussi dans le... Moi, j'ai vécu dans une région de l'Espagne qui est très, très alternative. Je vivais dans une communauté. C'était vraiment beau et vraiment chouette. Mais il y avait aussi la fuite parce que du coup, c'était la fuite de la société. C'était la fuite de moi, je veux me défaire de la société pour juste me concentrer sur ma spiritualité. Donc, dans tous les cas, il y a une forme de fuite. Et la fuite, finalement, ne nous connecte pas à cet équilibre et à cette cohérence qui est propre à chacun. On a chacun une cohérence qui a une couleur qui nous est propre. Et je pense que c'est ça en fait notre problématique, c'est la fuite. Mais ce qui est chouette, c'est que l'être humain est extrêmement savant. Il a un libre arbitre qui est très très important et une souveraineté aussi qui est immense. Et du coup, à partir du moment où il décide qu'il ne veut plus fuir et qu'il veut écouter tant à l'intérieur que ce qui se passe à l'extérieur et trouver ce point d'équilibre entre les deux, alors il peut le faire. Et c'est peut-être ce qui nous différencie aussi des animaux non humains, c'est qu'on a cette capacité à être à la fois à l'intérieur de soi et à la fois avec le monde extérieur de manière très harmonieuse et avec une intelligence qui est différente et sans être dans la fuite nécessairement. Donc on a vraiment quelque chose de très beau à faire, mais il faut un tout petit peu de courage au départ. Carrément. Comment toi t'as fait la première fois pour justement faire ce vide, surtout que j'imagine qu'en tant que créatrice de contenu, tu dois avoir énormément de sollicitations avec les réseaux sociaux, etc. Comment t'as réussi la première fois à te dire, en fait, c'est ce vide-là qui va m'aider à mieux me comprendre, mieux me connaître et du coup plus m'aligner dans qui je suis? Je pense que le tout début du chemin, il s'est fait par un burn-out. Comme pour beaucoup. Ça, c'était avant que je sois maman. J'ai commencé à être vraiment dans des phases où le simple fait de me dire que je devais travailler, et que ce soit pour des projets rémunérés ou juste parce que création de contenu gratuit, c'était pas
pas angoissant. Je connaissais pas l'angoisse, mais je connaissais en fait, je veux plus, laissez-moi tranquille, au secours, vraiment au secours. Donc ça a commencé par là où en fait j'ai commencé à méditer, à respirer. C'était même pas encore de la méditation, c'était davantage respirer et donc prendre le temps de ne pas être en train de faire ou de donner ou de créer, mais d'être avec moi-même pour respirer. Et j'ai découvert la respiration, voilà, la pratique de la respiration, avant même de découvrir le yoga, parce que en plus le yoga peut aussi avoir cette ça peut aussi être une fuite, enfin tout peut être une fuite, tu vois, si c'est pas équilibré. On peut être aussi dans le yoga de la performance, le yoga de je veux être le meilleur dans le yoga, et en fait c'est pas juste non plus, tu vois. Bref, donc ça a commencé comme ça, avec la respiration, et au fur et à mesure des années, c'est devenu comme ma zone c'est ma maison. Les moments où je suis toute seule. Et aujourd'hui, tous les matins, je suis toute seule. J'ai 1 heure dans mon agenda qui est consacrée à respirer, méditer, chanter, écrire, tirer des cartes si c'est le moment. Enfin, voilà, juste être avec moi-même et écouter ce qui se passe. J'ai le luxe de pouvoir le faire. On n'est pas forcément obligé de prendre 1 heure tous les jours. Mais ne serait-ce que de prendre 5 minutes, encore une fois, je pense que ça peut faire une grande différence au quotidien. Et une fois qu'on le fait, on se rend compte qu'on n'avait pas de raison d'avoir peur. Qu'au contraire, c'est comme revenir à la maison. C'est comme revenir dans le ventre de sa maman. C'est genre, ok, ici tout se passe bien. Ici, je suis en sécurité. Il y a vraiment ce sentiment de sécurité qui revient très fort. Trop bien. Et comment tu fais pour, justement, tu nous parlais du yoga de la performance par exemple, mais ça peut être le cas aussi dans la méditation de se dire, tu vois par exemple, je me mets une vidéo de méditation, je médite, donc en fait je suis quelqu'un qui est équilibré et je suis à l'écoute de moi-même, etc. Et le faire pas, entre guillemets, de la bonne façon pour vraiment se connecter à soi et s'écouter. Comment tu fais la différence entre un yoga où je le fais pour me connecter à mon corps, pour ne pas être dans la performance et faire les plus belles acrobaties, etc., mais être juste faire du bien à mon corps, ou je médite pour me connecter à moi-même et revenir à l'intérieur plutôt que pour justement fuir, parce que selon les méditations qu'on écoute, on peut avoir des méditations où en fait juste on sort de notre esprit, on va se balader entre guillemets dans une magnifique forêt. Comment tu fais la différence ? En fait, je pense que la différence, elle ne se passe pas dans la pratique. Je pense qu'on peut faire une pratique acrobatique extraordinaire en yoga et être pour autant très dans cette humilité de la pratique. Parce que je crois que justement, c'est une histoire d'humilité dans la relation avec soi et avec l'autre. Si je médite parce que je sais que j'en ai besoin et je sais que ça m'apporte de la paix et je sais que ensuite je pourrais être plus juste avec le reste du monde, plutôt que je médite pour être une meilleure personne et pour être la plus calme et pour avoir le style de la hippie qui médite, c'est totalement différent. C'est-à-dire que tout dépend comment on dit en français, le pourquoi en fait on fait ça. Qu'est-ce qui nous pousse à faire ça ? Qu'est-ce qui nous a amené là ? Où est-ce qu'on veut aller ? Et si c'est teinté d'humilité, je pense que moi j'ai des amis qui font des acrobaties en yoga qui sont extraordinaires, mais qui sont tout de même dans une très, très grande forme d'humilité. C'est juste que leur corps leur permet de faire ça, donc elles ne vont pas s'empêcher non plus de le faire, tu vois. C'est comme les gens qui, en méditant, peuvent sortir de leur corps. Ils ont une pratique de la méditation qui est extraordinaire. Bueno, muy bien, il faut y aller. Il faut aller aussi explorer les limites de nos propres possibilités. Mais je crois que l'ingrédient principal, c'est l'humilité dans tout. Ouais, j'aime beaucoup cette approche de l'humilité, comme tu dis, c'est ça, c'est de le faire pour soi, en fait, pour son bien-être, et pas pour le regard que les autres vont porter sur nous si on le fait. Exactement. Et c'est aussi se dire, je ne sais rien, donc en fait, je me nourris de pratiques qui pourront m'apporter des informations pour être plus en lien dans ce collectif, tu vois. Je fais pas ça que pour moi, je fais ça aussi parce que je fais partie d'un tout qui a besoin qu'on s'éveille et qu'on avance et qu'on quitte un peu l'ego enfermant. Donc c'est une espèce de travail du tout, quoi. C'est pas juste moi avec moi-même, mais en même temps, si je veux travailler le tout, il faut que je travaille avec moi-même. Voilà.
Comment tu arrives à trouver ton équilibre au quotidien? Est-ce que justement cette heure que tu passes avec toi-même tous les jours, elle y contribue? Oui. Oui, oui, oui. Alors, c'est-à-dire que... comment je réponds à ta question? Je crois que j'ai appris à mettre beaucoup de limites, tant avec moi-même, c'est-à-dire ne pas me disperser dans tout, qu'avec les autres. C'est de savoir dire oui, savoir dire non. Et c'est ces limites-là qui sont des limites qui me protègent et non pas qui m'enferment, qui me permettent de garder un certain équilibre, même s'il y a des jours où j'ai besoin de pleurer, il y a des jours où j'ai besoin d'être dans l'euphorie, il y a des jours, voilà, c'est des émotions qui sont plus hautes ou plus basses. Mais concrètement, j'ai ces pratiques-là au quotidien qui me font tenir. J'ai le fait que le week-end, je travaille pas et je suis avec ma famille, tu vois, c'est vraiment marqué, c'est comme ça. Tu m'invites à un événement le week-end, si je le fais pas avec ma famille, je le fais pas, en fait. C'est vraiment, pour moi, la majorité du temps, c'est un temps sacré de nous trois. Euh, je suis un maximum de temps possible seule, c'est-à-dire que la journée, j'essaye d'avoir ces moments seuls pour être ensuite avec du monde, parce que je suis constamment en réunion, constamment en rencontre avec des gens ici dans ma ville, etc. Donc j'ai besoin de ces moments seuls pour trouver ensuite la force d'être bien avec d'autres. Mais tout ça, c'est parce que je me suis beaucoup pris les pieds dans le tapis, donc à force de se prendre les pieds dans le tapis, tu apprends à mettre le tapis bien à plat pour arrêter de te prendre les pieds dedans. Et je continue d'apprendre, en fait, constamment, je continue d'apprendre. Tu nous parles de ta famille. L'arrivée de ton fils, qu'est-ce que ça a changé le plus en toi, en tant que femme, mais aussi en tant qu'entrepreneuse? Je pense que son arrivée, ça a été pour moi l'occasion de m'autoriser à ne plus mentir, plus me mentir, et m'autoriser être, à pouvoir aller chercher qui j'ai vraiment envie d'être et qui je suis vraiment. Je pense que dans l'enfance, c'est assez évident. Les enfants n'ont pas de masque, ils prennent pas la panoplie de quelqu'un d'autre. Mais ensuite, en grandissant, moi, je me rappelle à l'adolescence, j'avais la sensation d'avoir tous les styles du monde. Je pouvais un jour être celle qui était super skateuse et le lendemain celle qui était super élégante, habillée tout en rose ou avec des petits talons. Et puis, tu vois, j'avais l'impression de pouvoir prendre toutes les panoplies que ça m'allait. Et donc, en grandissant, tu dois chercher un petit peu ce recentrage et t'inspirer de tout ça pour voir quelle est ta vérité à toi. Et moi, mon métier prenait beaucoup de place. Mon métier de youtubeuse et d'influenceuse, il prenait beaucoup, 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 beaucoup de place. Je prenais pas de vacances, je prenais pas de week-end. Enfin, des fois, on en parle avec notre fils. Guillaume et moi, on en parle avec notre fils. On lui dit, tu sais, le week-end, nous, avant, on travaillait. Enfin, c'est fou, quoi. Aujourd'hui, le week-end, on est tous les trois, on va en montagne, on va à la mer et yasta. Et avant, non, on travaillait. Et en fait, ça prenait toute la place dans ma vie. Donc, en fait, j'avais pris cette panoplie de l'influenceuse, la créatrice de contenu, de celle que j'aimais bien, qui m'inspirait. Donc, forcément, j'étais plus vraiment en lien avec mon centre. Et le fait que notre fils arrive, c'était genre, tu peux pas continuer parce que le jour où il va dire, ma maman, elle fait ça comme travail, t'as envie que ce soit vraiment ce que tu fais, enfin, que ce soit vraiment ce que tu as envie de faire, que ce soit aligné. T'as pas envie d'entendre quelque chose qui sonne faux, tu vois. Et donc, c'est comme ça. Mais il a 6 ans, là. Je suis encore sur le chemin, hein. C'est un long processus. Oui, c'est clair, c'est le chemin de toute une vie, je pense, de trouver cet alignement. Et justement, en parlant d'alignement, pour tu vois, quelqu'un qui nous écouterait, quel conseil tu pourrais lui donner pour justement trouver cet alignement dans son business, mais aussi dans sa vie? Peut-être des étapes par lesquelles toi, t'as pu passer. Moi, j'aime beaucoup me rappeler de ce que la Safia enfant aimait. Parce que ce qui était le plus important pour la Safia enfant, c'est toujours très présent chez la Safia adulte. Enfant, alors moi, j'étais passionnée de théâtre, j'étais au conservatoire de théâtre. Enfin, vraiment, c'était un truc pour moi qui était très fort. Aujourd'hui, tu me mets sur une scène pour transmettre une information, mais je suis la plus heureuse du monde, vraiment. J'étais passionnée de flamenco, j'ai jamais pu en faire en étant enfant parce qu'en France, c'était pas très développé. Maintenant, j'habite à Barcelone, c'est un hub de flamenco, j'y vais. Et en fait, que ce soit dans ma vie pro ou dans ma vie perso, c'est beaucoup me reconnecter à
à la nature de la Safia enfant parce qu'elle me donne plein d'infos. Elle me donne vraiment beaucoup d'infos. Et, et aussi, ce qui est peut-être le plus dur, c'est de ne pas voir ce qui se fait autour et de checker avec moi-même, de dire, OK, par exemple, est-ce que j'ai envie de poster un podcast par semaine qui donne des clés extrêmement précises, voilà, du how-to, tu vois, vraiment un truc plus éducatif. Ça sonne juste, ça sonne faux. Non, ce qui veut pas dire que j'aime pas les écouter, tu vois. J'aime les recevoir, mais je vais pas apprécier les créer. Est-ce que je préfère faire une vidéo ou est-ce que je préfère écrire? Et là, je commence à checker à l'intérieur ce que ça dit. J'adore regarder les vidéos, mais en fait, je préfère 1000 fois écrire. Donc, c'est pas aussi, c'est pas parce que j'aime consommer un truc ou créer ou que j'aime recevoir un truc que je vais avoir du plaisir à le faire dans mon entrepreneuriat. Et moi, aujourd'hui, je travaille avec beaucoup de femmes parce que dans mon équipe, on est une quarantaine de femmes. Donc, au quotidien aussi, je suis avec elles. Donc, c'est voir ce qu'elles sont et ce qui me plaît et ce qui m'inspire d'elles aussi. Elles m'inspirent beaucoup dans mon équipe. Il y a des choses où je les trouve formidables. Il y a des choses où je me dis, punaise, là, elle a ce nœud-là, j'aimerais bien qu'elle puisse le débloquer. Et donc, moi, ça me permet aussi de mettre en perspective par rapport à ce que moi, je veux faire, ce que moi, j'ai à débloquer, comment moi, je suis. Et je m'inspire d'une certaine manière de toutes les personnes que je croise, de manière à pouvoir toujours créer comme j'en ai envie et vivre comme j'en ai envie et comme ça résonne juste en moi. S'il y a un doute, c'est que c'est pas vraiment ça. Ouais, je vois Enfin, il y a un côté très intuitif, en fait, dans cette approche. Complètement. Je travaille beaucoup mon intuition tout le temps, tu vois. Quand je vais à l'école chercher mon fils, nous, on habite dans un petit quartier, donc on y va à pied. Ben, je peux prendre 15 000 chemins différents, mais à chaque fois, je me dis, OK, est-ce que je veux prendre cette rue ou cette rue? Je travaille mon intuition tout le temps. De savoir si mon intuition, aujourd'hui, elle me dit que c'est plus chouette par cette rue ou si c'est plus chouette par cette rue. Au final, je vais arriver à l'école dans tous les cas. Mais c'est déjà lui donner la place de... Quand il s'agit de manger, tu vois, avant qu'on enregistre le podcast, j'avais envie de manger. J'étais là, attends, de quoi j'ai vraiment envie? Et là, je fais un tour d'horizon de tout ce que j'ai dans ma cuisine et je me dis, ah ouais, du yaourt de chèvre avec des amandes, c'est exactement de ça dont j'ai envie. J'ai pas envie de manger une pomme avec autre chose, tu vois, j'ai envie... Et bref, et dans les petites choses comme ça du quotidien, aller travailler mon intuition, ça me permet ensuite, au moment de travailler, de créer, d'être dans mon entrepreneuriat, et ben de pouvoir d'avoir la même mécanique et du coup de pouvoir faire des choix qui soient plus alignés. Ouais, j'adore. En fait, c'est quelque chose que tu travailles un petit peu tous les jours dans des petits choix du quotidien et que tu vas venir muscler un peu comme quand on va à la salle de sport où on travaille ses abdos, ses fessiers, etc. Là, tu vois, tu vas venir muscler ton intuition et du coup, c'est cette intuition-là que tu as nourrie, qui t'aide à t'aligner au quotidien, quoi. Exactement. Et effectivement, je le travaille tout le temps. Je travaille tout le temps cette intuition de manière à ce qu'ensuite ça puisse être à mon service, comme les muscles, etc. L'analogie, elle est hyper bonne. Et en même temps, il y a des fois où il y a toujours des restes de peur, tu sais. Et la peur, bah, malgré qu'on ait de l'intuition, la peur, elle viendra toujours au-dessus. Et elle viendra toujours dire non, en fait, c'est pas vraiment ça que tu devrais faire, parce que c'est dangereux, parce que c'est risqué, parce que t'as jamais fait, parce que si. Et donc là, dans ces moments-là, je check encore plus en profondeur, tu vois. Et ça peut prendre plusieurs jours. Mais quand il y a des décisions un peu plus importantes, ou par exemple, si je travaille sur un projet, si on parle du business, si je travaille sur un projet où mon intuition, elle me dit putain, ça serait cool. Ce serait cool de faire ça, ce serait excitant d'aller dans cette direction-là. Mais ma peur, elle dit, mais Safia, mais de quoi tu parles? Mais n'importe quoi, mais pourquoi tu ferais ça? Personne ne va t'écouter, tu sais pas faire. Enfin bon, bref, il peut y avoir 10 000 injonctions, ça on le sait, on connaît toutes. Et ben c'est y revenir plusieurs fois, tu vois, plusieurs jours, dire, comment ça résonne aujourd'hui? Et demain, comment ça résonne? Moi, je sais que je fonctionne un peu comme ça sur la durée, où il faut que je check avec moi pendant plusieurs jours, ce qui n'est pas le fonctionnement de tout le monde. À chacun de trouver aussi comment il fonctionne. Mais si au bout de 2-3 jours, l'excitation, elle est toujours là, c'est que malgré la peur, il faut que j'y aille. Et souvent, derrière la peur, réside la plus grande compréhension, mais aussi les plus beaux projets, tu vois. Donc, pas hésiter aussi à dire à la peur, ok, merci, muy bien, tu me guides vers quelque chose où tu me dis de faire attention, mais je vais quand même y aller, parce que je sens qu'il y a un truc que je dois aller chercher. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu me dis parce que c'est justement ça, c'était une de mes questions quand tu nous parlais de l'intuition, c'était de te demander comment tu faisais la différence justement entre quand c'est ton intuition, ta petite voix intérieure qui te guide, qui va te
te montrer un petit peu les choix qui vont être bons pour toi, et quand est-ce que c'est le mental qui prend le dessus en te disant non mais en fait financièrement il faudrait faire ça, ou par exemple si on prend l'exemple du chemin à prendre pour aller chercher ton fils à l'école, peut-être que ton mental il serait là ouais mais non en fait ce serait mieux de passer par cette rue parce qu'il y a la boulangerie et il faut qu'on achète du pain pour ce soir et en fait c'est Ouais. c'est comme tu nous dis alors je pense qu'il y a le fait que tu la travailles au quotidien qui fait que maintenant tu arrives mieux à l'entendre, mais c'est vrai que du coup de laisser reposer pour les grosses décisions et de voir si c'est toujours l'intuition qui te parle et de mettre de côté un peu ces peurs-là, ça peut être aussi une bonne technique. Mais est-ce que tu en as une autre encore qui te viendrait pour justement faire la part des choses entre ton intuition et ton mental qui peut prendre le dessus? Alors oui, juste avant que je te le dise, je pense que c'est important aussi que chacun d'entre nous, on sache exactement comment on fonctionne. Moi, je sais que je fonctionne sur la durée, comme je te disais. Il faut que l'envie dure quelques jours, qu'elle soit toujours là au bout de quelques jours pour être sûr que. Il y a des gens, ils vont avoir une intuition beaucoup plus de l'instant, tu vois, ce gut feeling qui va être vraiment très fort et ils n'auront pas besoin d'attendre. Mon mec est comme ça, lui, il le sait tout de suite. Et s'il attend, au contraire, il y a la peur, les doutes qui entrent et là, c'est contre-productif. Il y a un outil qui nous aide beaucoup à comprendre ça, c'est le Human Design. Nous, on l'a vraiment, depuis plusieurs années, on a découvert ça et c'est aussi ce qui nous a aidé à comprendre que même si on avait le même profil, qu'on est tous les deux projecteurs, on a deux manières de fonctionner qui sont différentes. Et donc voilà, ça permet vraiment de comprendre. Et moi, aujourd'hui, je laisse passer le temps, histoire de voir. Mais lui, s'il a une idée qui laisse passer le temps, il y a les injonctions qui vont venir et qui vont tout saboter. Mais sinon, comment je fais au-delà de ça ? C'est que quand j'ai une envie, et que je ne sais pas exactement si c'est intuitif ou si c'est mental, j'essaye de comprendre d'où elle vient. Et si elle vient parce que j'ai vu quelqu'un qui l'a fait et que cette personne elle m'inspire et donc je trouve ça trop cool, là je fais warning. Attention, parce que là du coup tu es en train de trop t'inspirer de quelque chose et encore une fois il y a des choses qui nous plaisent dans la réception mais qu'on n'a pas envie de produire nous-mêmes. C'est comme, des fois, je vois des filles qui ont des ongles peints d'une certaine couleur. Je me dis, c'est trop beau. Et après, je réfléchis, je me dis, est-ce que je ferai la même couleur ? Non, c'est pas pour moi cette couleur. Mais sur elle, c'est trop beau. Donc, en fait, il y a vraiment ce truc de d'où vient cette envie, d'où vient cette inspiration et est-ce qu'elle vient vraiment de mon centre ou est-ce que c'est un truc que j'ai reçu, j'ai trouvé ça trop cool et donc je vais le faire. Et je pense que on est très nombreux à tomber dans ce piège-là, dans cette illusion-là de parce que ça a l'air cool, je vais le faire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'influenceurs, qu'il y a de plus en plus de créateurs en ligne parce qu'ils ont la sensation que c'est fabuleux de faire ça, mais en fait, ça peut être aussi extrêmement terrible pour certaines personnes. Donc, c'est toujours prendre un peu ce recul-là. Et puis, il y a des fois, il faut faire pour se rendre compte aussi. Tu fais, tu te dis « Ah merde, en fait, c'était pas vraiment ce que je voulais. » Bon, tant pis, c'est pas grave. Ouais, revenir à l'expérience aussi et s'autoriser à se tromper et à se dire c'est pas grave, en fait j'ai essayé, je me suis trompée, la prochaine fois je saurai mieux reconnaître ma petite voix intérieure qui me dit voilà le choix qui est le meilleur pour toi. Exactement, et ça je l'apprends beaucoup dans mon activité actuelle parce que je suis amenée à constamment aller vers des gens pour leur proposer des projets, pour leur proposer des produits, pour leur proposer de rentrer dans mon équipe et en fait je dois toujours tester des manières de faire. Il y a des gens, ils viennent vers moi, du coup, ça va plus dans mon énergie, c'est plus fluide, mais il y a des gens, j'ai envie de travailler avec eux, donc c'est moi qui vais vers eux. Et comment je leur communique cette information, comment j'arrive vers eux, qu'est-ce que je leur dis. Et c'est qu'à force d'eux, que je me rends compte que il y a des choses, ça fonctionne, et il y a des choses, ça fonctionne moins, mais ça dépend de moi, de mon énergie et de comment je devrais fonctionner. Donc en faisant, on apprend. Mais l'enseignement de l'un n'est pas nécessairement bon pour tout le monde. Il faut aussi prendre de la hauteur sur ça. Et c'est pour ça aussi que j'ai arrêté le coaching. C'est que je suis persuadée qu'on doit tous se casser la figure plein de fois pour continuer d'avancer. On doit avancer, se casser la figure, avancer, se casser la figure, de manière à ce qu'on puisse apprendre de nos propres erreurs. Et peut-être que quelqu'un nous aura prévenu 100 000 ans avant. Ah, je pense que tu vas te casser la figure là. Fais attention si tu fais ça. Oui, mais tant que tu t'es pas cassé la figure, tu sais pas. C'est comme quelqu'un qui te dit, tu verras, quand tu auras des enfants, ce sera difficile.
Oui, mais tant que tu n'as pas eu d'enfant, tu sais pas que c'est difficile. Pourtant, on te l'a répété. Donc, faut pas avoir peur de ça, parce que c'est ça justement qui nous fait avancer. Et c'est ça qui nous fait nous aligner d'autant plus avec ce qu'on a vraiment envie de donner au monde. Trop bien, j'adore. Est-ce que tu as des routines, Safia? Et si oui, est-ce que si tu es team routine, c'est quoi tes routines? Team routine. Est-ce que j'ai des routines? J'ai des routines dans cette heure à moi là, le matin. Ça, c'est super important. Ça m'arrive de ne pas la faire parce que il y a réunion à 10h, bon, j'ai pas eu le temps. Ou il y a un événement à tel endroit, j'ai pas le temps. Bon, bref, peu importe. Mais de manière générale, cette heure-là, de 9h30 à 10h30, elle est pour moi. Je dis ça parce qu'avant ça, je suis avec mon fils, etc. Donc, c'est aussi un rythme de maman à son compte. Sinon, comme autre routine, non, je crois que je suis pas folle des routines. Je me lasse très vite. J'essaye de me dire, tiens, tous les matins, je vais faire mon sport, Et en fait, au bout d'un moment, si je le faisais le soir plutôt, ou si je le faisais... Je suis très vent, moi. J'aime pas trop ce cadre-là. Et je vais beaucoup aussi au rythme de ce qui est juste pour moi sur l'instant. On en revient toujours à cette histoire d'intuition. Donc, je peux faire un truc pendant 2 semaines et au bout de 2 semaines... Cette routine-là, je vais avoir besoin de la changer, je vais avoir besoin de la faire évoluer parce que ça ne m'intéresse pas. À part ma routine visage, mes soins, il n'y a rien qui réellement est une routine chez moi. Trop bien, mais c'est hyper intéressant parce que à chaque fois, j'aime bien poser cette question parce que je me rends compte qu'il y a des gens pour qui la routine, elle est hyper importante et qui ont besoin de ça, tu sais, pour leur stabilité intérieure. Et il y en a d'autres, au contraire, ça les horripile, ça leur hérisse le poil d'avoir une routine. Rien que le mot routine, voilà, ils aiment pas. Carrément. Donc c'est intéressant de voir que voilà, tu as quand même une routine soin visage en lien en plus avec ton activité, j'imagine. Oui, mais en fait, je pense que, encore une fois, c'est une histoire de se connaître et savoir comment on fonctionne. Moi, j'ai quand même besoin d'avoir des choses marquées. Mais comme je suis maman, dans tous les cas, j'ai une dynamique qui est marquée, tu vois. Donc, ça me va très bien parce que, naturellement, comme je te disais, j'ai une constitution qui est très, très vent. Je vais de là à là et en même temps très feu, donc je pourrais me brûler les ailes aussi, tu vois. Poum, poum, poum. J'ai pas beaucoup d'ancrage dans ma manière de faire les choses ou dans ma manière d'être. Enfin, je suis plus dans l'air. Et il y a des gens, au contraire, ils sont beaucoup plus dans la terre, ils sont beaucoup plus... et ça, je pense que c'est aussi l'étude de l'Ayurveda, par exemple, qui peut nous aider dans ça, dans nos doshas, savoir quelle est notre constitution. Est-ce que justement on a plus d'air, plus de terre, plus d'eau, plus de feu? Ça nous permet de comprendre comment on fonctionne. Je donne là peut-être des pistes de recherche pour les gens. Et les gens qui, justement, ont beaucoup de terre, ils vont quand même avoir besoin d'assouplir un petit peu parce que sinon ils risquent de s'enfermer dans ces routines-là, tu vois. Mais moi, comme je suis très vent, que j'ai un fils qui du coup doit se coucher à une certaine heure, se lever à une certaine heure, aller à l'école, je dois aller le chercher, en fait rien que ce cadre-là, moi ça me suffit et tout va bien. Et dans le reste de ton cadre, tu voles selon où le vent te mène et ce que tu ressens à l'intérieur. Exactement. Mais du coup, le fait d'être entrepreneur, pour les personnes comme moi, c'est un challenge parce que le champ des possibles est infini, tu vois. Et du coup, mettre des règles et mettre un rythme et mettre un cadre, c'est pas évident. C'est pour ça que le métier que je fais aujourd'hui, qui est du coup un métier dans le marketing relationnel, donc je travaille avec une marque en concret, enfin, ça, c'était très espagnol, cette phrase. Une marque en concreto, une marque définie, voilà. Et donc, j'ai comme des guidelines, j'ai comme un cadre dans lequel je peux danser, tu vois. Mais avant ça, pour moi, l'entrepreneuriat complètement libre, c'était un challenge de chaque instant parce que j'ai plein d'idées, mais j'ai du mal à les matérialiser. Et donc, d'avoir trouvé ce cadre-là, pour moi, c'est bien. Et ça me permet ensuite de faire preuve de créativité librement ailleurs, dans ce que je crée, dans ce que j'écris, dans ce que je partage, sans avoir à me préoccuper de si ça a beaucoup de sens ou pas, parce que c'est juste mon espace de jeu, en fait. Trop bien. Ça ressemble à quoi une semaine avec toi, Safia? Tu nous as dit que tu accompagnes une 40aine de femmes justement avec cette marque de produits. Entre ta création de contenu, l'accompagnement de ton équipe, etc. Comment ça se passe une semaine avec toi?
Alors, ma priorité, c'est toujours mon équipe, toujours, toujours, toujours. C'est-à-dire que quand j'ai des réunions avec elle ou avec les nouveaux partenaires, etc., enfin, c'est toujours cette activité-là qui est ma priorité. C'est-à-dire que ça marque un peu le rythme dans ma semaine. Et ensuite, tout ce qui est création de contenu, c'est dans le flow. C'est-à-dire que c'est le truc qui danse au milieu de tout le reste. Et par contre, il y a des choses que je mets en place aussi depuis quelques temps. C'est tous les événements en présentiel ici à Barcelone, que j'organise, parce que j'habite à Barcelone, que j'organise ou que j'organise pas. C'est-à-dire que je vais participer à des choses pour être dans le réel. Parce que au début de notre entretien, je te disais que c'était plus une priorité pour moi le digital. Euh, et parce que justement, j'ai envie de revenir dans le réel et je sens que je m'en suis beaucoup éloignée. Et donc, dans ma semaine, il y a forcément un événement présentiel, que ce soit organisé par mes soins ou auquel je participe pour rencontrer des gens, pour me nourrir d'une certaine façon ou d'une autre. Donc, au milieu de ces obligations, entre guillemets, le flot de la vie, la création au rythme aussi de mes envies. Il y a des moments où je ne suis pas du tout créative, et donc ça ne sert à rien de pousser. Mais concrètement, je travaille pas... Je pense pas que je fasse un temps complet. Tu vois, en vrai, je travaille pas 35 heures par semaine et ça me va bien comme ça je pourrais pas non plus faire plus parce que je me connais assez pour savoir que si je fais plus, je vais me brûler. Trop bien. C'est quoi le plus grand apprentissage dont tu as pris conscience depuis que tu accompagnes les femmes justement à travers ce business? Il y a plusieurs choses intéressantes que j'observe. Déjà, je trouve qu'il y a vraiment un inconscient collectif dans chaque pays, parce que j'ai des femmes dans des pays différents. Et je vois que l'inconscient collectif, il fait partie de nous, que si on est française, et d'autant plus si on habite en France, il y a vraiment des traits qui sont à l'intérieur de nous. Peu importe que l'on vienne d'ailleurs, moi je suis fille d'immigrés, mais je porte quand même cet inconscient collectif parce que je suis née en France et que j'ai grandi en France. Et c'est le cas de la majorité de celles que j'accompagne, où il y a vraiment des trucs où ça se retrouve. Et pareil pour les Espagnols, il y a des choses qui se retrouvent. Pareil pour celles qui habitent en Angleterre. Bref, selon les pays, il y a toujours des choses qui se regroupent et c'est assez incroyable. Mais par contre, ce que je crois que l'enseignement le plus grand, c'est cet esprit de sororité et de lien. J'ai pas d'hommes dans mon équipe pour l'instant, ce qui n'est pas forcément un choix. C'est-à-dire s'il y avait des hommes qui avaient envie d'entrer, ils seraient les bienvenus, carrément. Et je pense qu'ils auraient aussi beaucoup de belles choses à faire. Mais il y a vraiment cet esprit d'entraide, de soutien, d'amour. Il y a un amour qui se partage entre nous, les femmes, qui est vraiment celui de sœur et qui est très très beau et qui nous permet d'aller loin. Je me rends compte que les entrepreneuses, même si depuis des dizaines et des dizaines d'années, la femme veut les mêmes droits que les hommes et elle veut être reconnue à la même place qu'un homme dans ses droits et dans ses possibilités, etc., eh bien, il y a toujours ce truc quand même qui la rend singulière, où elle a besoin de ce cocon d'amour et de tendresse avec ses amis, avec son cercle proche féminin, et qui lui permet en fait de se propulser encore plus loin. Et que sans ça, la femme, elle a du mal à se propulser, elle a du mal à grandir, elle a du mal à exprimer tout son potentiel, et que c'est le fait d'être ensemble qui, en plus de tout le travail qu'on fait individuellement, eh ben, fait la différence et nous permet de continuer à grandir dans nos entrepreneuriats. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment très beau. Trop beau. C'est quoi la plus grosse croyance que tu as dézinguée depuis que tu es entrepreneuse? Je pense que la plus grosse que j'ai dézinguée, c'est qu'il fallait toujours faire pour réussir. Faire pour réussir. Et je suis encore époustouflée au quotidien quand je vois que c'est dans les moments de relâche qu'il y a des choses extraordinaires qui ont lieu. Et ça, je pense que j'étais pas prête à le voir parce que j'ai commencé en plus en étant... j'étais jeune, 20, 22 ans, 23 ans, tout ça. Donc pleine d'énergie, pleine d'envie, les débuts de YouTube. Enfin, c'est genre, t'as tout à construire, vas-y, go, go, go. J'étais en binôme en plus avec une femme qui elle aussi était très dynamique et vraiment très moteur. Et donc on pouvait aller tout obtenir. Vraiment, il y avait sky is the limit. Tu vois, c'était vraiment notre mantra. Et en fait, très bien. Mais bon, moi, au final, je finis par un burn-out quand même. Et aujourd'hui, je me rends compte que j'ai pas besoin d'être toujours dans ce truc-là du plus.
Et ça rejoint aussi ce que je te disais juste à l'instant là par rapport à cet esprit de sororité et ce côté plus doux et plus féminin finalement, dans l'énergie féminine. On n'a pas besoin d'être constamment dans le faire, dans cette énergie masculine de la construction, de la réalisation, de la vitesse, parce que c'est parfois contre-productif et c'est en prenant le recul et en disant « Ok, j'ai fait ma part du travail, maintenant je savoure le temps que j'ai pour moi », que la magie a le temps d'opérer. Et je pense que les entrepreneurs, ils ne sont pas toujours au courant de ça et on ne s'autorise pas en fait, parce qu'on se dit, comme mon business dépend de ce que je fais, à quel moment je vais prendre des vacances, à quel moment je vais me reposer, à quel moment je vais prendre 1 heure pour méditer le matin. Non. Et en fait, si. C'est cet équilibre-là entre les moments d'action et les moments de non-action et de calme qui permet l'alchimie, tout simplement, qui permet la magie de la vie. Carrément. Et puis ces moments aussi où on s'autorise à ralentir, à prendre du temps pour soi, etc. C'est des moments qui nous rechargent et qui font qu'au moment où on va passer à plus l'action à faire et à être vraiment dans le faire, à l'action, etc., on sera beaucoup plus productif, beaucoup plus efficace et on aura besoin peut-être d'y passer moins de temps. Et donc en fait, on a clairement le temps passé pour soi est très très vite rentabilisé quand on s'en rend compte de ça. Carrément. Et pendant que tu m'en parles, je me dis, il faut aussi peut-être que tous, on se rende compte qu'on n'a pas besoin de justifier le fait que l'on ne fait pas, ou que l'on fait moins, ou que l'on se repose, ou que l'on disparaît des réseaux sociaux. On peut juste considérer que le fait de faire et le fait de ne pas faire, on a le droit dans les mêmes proportions, et c'est tout aussi juste et OK. Je remarque souvent que, et ça c'est aussi dans mon équipe, les femmes qui disparaissent des réseaux sociaux pendant 2 jours, elles postent rien et après elles reviennent. Ah oui, j'étais pas là pendant 2 jours parce que si. Mais en fait, c'est pas grave, t'as pas besoin de nous expliquer. Et je pense que c'est important pour nous tous. On a le droit de disparaître de la sphère, on a le droit de ne pas être dans le faire sans avoir expliqué qu'on n'était pas dans le faire et sans non plus en faire un concept. Il y a aussi ce truc, j'ai passé 1 semaine en digital détox, voilà ce qui s'est passé. On s'en fout en fait. On s'en fout. Ce qui compte, c'est que tu l'aies fait et que tu l'aies fait pour être avec toi-même, pas pour pouvoir ensuite en parler. Donc, vraiment normaliser le fait de ne pas faire, tout comme on a normalisé le fait de faire et qui est super important aussi. Je crois que ça peut nous apporter aussi beaucoup de paix mentale. Carrément, j'adore. Aujourd'hui, comment tu définirais ta relation avec ton business ? J'adore. J'ai pas la sensation de travailler, moi. Vraiment pas. J'ai la sensation juste de construire mon avenir et de servir un projet qui a du sens et de servir des femmes qui ont envie d'avancer. Donc en fait, pour moi, c'est pas du travail parce que c'est pas une labeur. Il y a rien que j'aime pas faire dans mon travail. Alors j'ai la chance, je fais pas la compta. Quelqu'un l'a fait pour moi. Peut-être que si je faisais la compta, je dirais la compta et encore que. Mais j'aime passionnément ce que je fais. Parce que j'ai réussi à trouver quelque chose qui ait du sens. Ça ne veut pas dire que ce que je fais, ce soit pour tout le monde. Mais à force de tester 10 000 trucs, tu vois, on en revient à l'expérience. À force de tester plein de choses, j'ai trouvé quelque chose où tous les jours, j'ai envie d'y aller. Tous les jours, j'ai envie de le faire. Quand c'est le dimanche soir, je me dis, youpi, demain, j'y retourne. C'est trop cool. Je vais pouvoir à nouveau être en lien, créer, aider les gens. Bref, tout ce que je fais au quotidien. Et donc, vraiment, ça me passionne ce que je fais. J'aime profondément. Une relation passionnelle avec ton business. Complètement. C'est quoi tes objectifs pour l'année à venir, Safia ? Alors là, on est en juin. Donc, on est à la moitié de l'année. J'ai 2 grands objectifs. J'ai un objectif chiffré. Dans le métier dans l'activité dans laquelle je suis, on a des niveaux. Donc, dans tous les marketing relationnels, il y a des niveaux que tu peux atteindre au fur et à mesure des mois selon tes résultats. Donc, il y a un niveau concrètement que j'aimerais atteindre en décembre, qui est le niveau 8. Ça ne veut rien dire pour ceux qui ne sont pas dans mon business, mais pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Donc, j'aimerais atteindre ce niveau-là, sachant qu'actuellement, je suis au niveau 5. Et donc, j'ai encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire, mais j'aimerais bien faire le 8. Et j'aimerais bien aussi, à la fin de l'année, me dire, OK,
Instagram n'est plus obligatoire dans mon entrepreneuriat. Ça, c'est une promesse que je me suis faite. Enfin, c'est une intention que j'ai posée au début de l'année, de me dire que si je peux faire en sorte de construire un business où je ne dépends plus des réseaux sociaux et c'est juste une utilisation par plaisir et non pas par besoin, eh bien, j'aurais réussi quelque chose de très, très grand après 12 ans à construire tout mon entrepreneuriat en digital sur les réseaux sociaux. Et donc voilà, j'ai ces deux objectifs-là. Trop bien. C'est un beau challenge de se dire je vais faire une transition dans mon business pour ne plus être dépendant des réseaux sociaux, surtout après avoir construit en fait quasiment toute ta carrière en te basant sur ces outils qui sont des outils vraiment puissants hein, pour le coup. Ah oui, non, c'est sûr. Mais en même temps, je pense que je serais plus heureuse sans. Donc, je me dis, bon, bah, essayons de construire quelque chose. Là, aujourd'hui, j'ai que 34 ans, mais à 40 ans, j'aurais peut-être plus du tout envie d'y être. Donc, j'essaye aussi de me projeter là-dedans, d'anticiper. Quand j'aurai un deuxième enfant, parce que j'espère un jour pouvoir avoir un deuxième enfant, j'ai envie de pouvoir passer beaucoup plus de temps avec lui sans me dire, je suis obligée de publier, Alors, ce qui ne veut pas dire que je ne travaillerai pas, mais la notion de travailler sans être vue ou sans devoir se montrer est différente pour moi que celle de, je dois poster des réels, des stories, des trucs, des machins. J'ai envie que ce soit juste par plaisir et non pas par obligation. Voilà, donc on va voir. On verra ce que je suis capable de faire et ce que la vie me propose aussi. Carrément. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu préfères dans ton business ? C'est ce lien avec toutes ces femmes qui m'entourent, c'est-à-dire à la fois les femmes de mon équipe, parce que dans le marketing relationnel, on travaille en équipe en fait. Donc c'est une équipe qui évolue constamment. Tous les mois, il y a des nouvelles personnes dans l'équipe. Ce lien-là, cette espèce de sororité, c'est ce que je préfère. Mais aussi le lien avec mes clients, parce que je vois bien que ça leur est utile en fait, ce qu'on leur propose. C'est que des crèmes, hein. Concrètement, moi, je vends des crèmes. Mais je ne vends pas n'importe quelle crème, déjà. Et je vois que ça a un avant-après chez les gens. Et il y a des femmes aussi c'est juste, elles sont heureuses qu'on leur propose une solution pour prendre soin d'elles, alors qu'elles couraient toute la journée sans s'arrêter 2 secondes pour juste s'appliquer de la crème, quoi. Et je me dis, non, ça a du sens, c'est cool, ça fait du bien aux gens et ça fait pas de mal à la planète. Et ça, c'est cohérent. C'est cohérent. Trop bien. Et pour finir notre bel entretien, deux questions. La première, c'est est-ce que tu as un livre qui t'a marqué, que ce soit dernièrement ou un livre qui a été vraiment important dans des prises de conscience que tu voudrais nous recommander pour que il y ait plus de gens qui lisent ce livre ? Alors, je ne sais pas comment je le vivrai aujourd'hui, parce que je l'ai lu il y a 10 ans, je pense. Mais ça reste quand même pour moi un des livres qui m'a le plus marqué. C'est L'âme du monde de Frédéric Lenoir. Oui, je pense que celui-là, c'est un de ceux qui m'a... Mais peut-être que je le lirai aujourd'hui et je vous dirai plus ça. Hein. Mais en tout cas, à l'époque, il m'avait beaucoup marqué. Et un livre peut-être plus récent. Je vais essayer de te donner aussi un plus... Aujourd'hui, je ne lis plus du tout de livres de développement personnel, tout ça, parce que ça ne m'intéresse plus. Mais j'ai lu... Ah oui, les 3 qui m'ont... Enfin, c'est une trilogie. Ça s'appelle La Bible au féminin, de Marek Alter. Donc, c'est un homme qui s'appelle Marek avec un K à la fin, Alter, avec un H, je crois, Alter. Et donc, il a écrit 3 livres qui s'appellent La Bible au féminin, qui en fait retrace 3 histoires de 3 femmes différentes. Et c'est juste extraordinaire. On parle de la Bible au féminin sans pour autant que ça ait un lien direct avec la religion catholique. Ça en parle parce que bon, bref, je vous laisserai découvrir, mais c'est juste époustouflant, merveilleux, magnifique, c'est romancé, donc moi j'adore les romans parce que ça me fait voyager, et ces 3 livres-là, ils sont vraiment extraordinaires. Trop bien. Bah écoute, moi déjà je les rajoute sur ma liste des livres à lire parce que je ne les ai pas lus et c'est la première fois qu'on m'en parle, donc c'est trop bien. Ah, trop cool, trop cool. Et ma dernière question, est-ce qu'il y a une citation ou une phrase qui t'accompagne en ce moment dans ton quotidien que t'aimerais nous partager ? Alors, c'est une phrase que j'ai dit totalement par hasard à une amie à moi
alors, avec elle, on parle en anglais et je lui ai dit I don't care others' opinion. Donc, en gros, l'avis des autres ne m'intéresse pas. C'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que je n'y porte pas trop d'attention. Dans ça, je voulais dire, parce qu'elle me parlait d'un lieu, je lui parlais d'un lieu à Barcelone que j'avais envie d'aller visiter, etc. Et elle me disait, oui, moi je connais quelqu'un qui a été, il m'a dit que c'était nul, gna, gna, gna. Et je dis, mais en fait, ça m'intéresse pas trop son point de vue, parce que moi, ce qui compte, c'est que moi, j'aille faire l'expérience et que moi, je sente si pour moi, c'est bon. Et donc, en fait, avec mon mec, souvent, on répète cette phrase, I don't care other opinion, parce que c'est un peu en mode, on est tous à des moments différents de notre vie, on a tous une expérience différente. Donc, en fait, si quelqu'un te dit que ça, c'est bien, ça ne veut pas dire que c'est bien pour toi. Si quelqu'un te dit que ça, c'est pas bien, ça ne veut pas dire que c'est pas bien pour toi. Donc, il faut aussi, encore une fois, faire confiance à cette envie intérieure et cette intuition intérieure qui dit, là, il y a un truc que j'ai envie d'aller voir. Et puis après, tu sauras, quoi. Ça revient aussi à ce qu'on disait tout à l'heure. Mais ouais, ça, en ce moment, ça me guide vachement. Génial, et bah écoute, ça clôture parfaitement bien du coup notre entretien où on parlait justement énormément d'intuition, d'alignement, etc. Un grand merci Safia, franchement c'était hyper intéressant comme échange où tu vois j'avais noté plein de questions mais en fait on était tellement dans le flow de l'échange que du coup j'ai posé les questions qui me venaient, tu vois mes questions intuitives. Trop bien. Sans trop suivre mon déroulé. Si les gens veulent en savoir plus sur toi et notamment sur les produits que tu proposes aussi, où est-ce qu'on peut les renvoyer ? Disons que le cœur de mon écosystème, il est toujours sur Instagram quand même. Donc, ils auront je pense que tu pourras mettre mon nom en dessous. Et ça reste pour l'instant le cœur. Et je dirige les gens après au fur et à mesure vers des choses qui les intéressent plus. Les écrits, toutes les semaines environ, j'écris quelque chose et je le transmets à l'écrit. Donc, je le partage là-bas. La marque de cosmétiques, pareil, je la partage là-bas. Pour l'instant, on en est là. Et puis, ceux qui écouteront ça début 2025, vous verrez si ça évolue. Carrément. Trop bien. Merci beaucoup, Safia. Je te dis à très bientôt. Merci à toi, Éléonore. À bientôt. Merci. Ciao.